Bonsoir à tous, bienvenue dans la 34e édition du Bistrot d'Allez LOSC, l'émission des supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, présentée par les blogs du net et le site Allez le LOSC. Une émission avec au sommaire aujourd'hui, nous allons évoquer dans un premier temps le match Lille-Nice, retour sur ce match qu'on a appelé un leader en toute sérénité. Et en deuxième partie, nous évoquerons bien sûr le derby. Le derby la semaine prochaine, un rendez-vous essentiel autant pour les Lillois que pour les Lensois. Alors pour évoquer cette actualité, nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel, comme chaque semaine. Nous avons Olivier Feu de la Voix du Nord qui nous accompagne. Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Pour accompagner Olivier, nous avons les piliers de bistrot habituels. Alors je vais commencer par vous ne verrez pas. Pardon. Christophe D qui est caché derrière sa caméra. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Son comparse Christophe C est bien présent. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Également présent Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Georges est également là. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Et bien sûr Arnaud qui réalise l'émission et qui est à l'écoute de tous vos commentaires en direct sur le chat de Twitch et sur le groupe Facebook Allez le LOSC. Excusez-moi, la journée a été difficile. Pour un dog, j'ai un chat dans la gorge, mais ça devrait s'arranger dans la journée. Bonsoir Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. On t'a invité parce que tu fais partie de la rédaction de La Voix du Nord et tu suis particulièrement le LOSC sur toute la saison avec Stéphane que nous avons reçu il y a pas longtemps. Et à l'occasion du derby, j'ai du mal, excusez-moi. Et à l'occasion du derby, vous avez sorti un dossier que j'ai ici, dans La Voix des Sports, lundi matin, sur lequel tu as participé activement, j'ai cru lire. Oui, merci de faire un petit peu la promotion de notre hebdomadaire, parce que depuis 2 ans maintenant, on sort un magazine de 40 pages, en plus de la Voix des Sports traditionnelle qui a 75 ans. Et voilà, c'est un combat de toutes les semaines, et évidemment, on ne pouvait pas ne passer à côté du derby. On l'avait fait pour le match aller, on a essayé de trouver des choses pour le match retour, et là l'idée c'était de faire rencontrer un Lensois et un Lillois. Alors c'est pas simple, je peux vous le garantir, par rapport, parce que là il faut avoir l'accord des clubs, il faut trouver par rapport à l'agenda des joueurs. En plus, notre magazine, c'est quelque chose qui se boucle un peu plus tôt. Autant La Voix des Sports normale se termine le dimanche soir, autant le magazine doit être bouclé le jeudi midi. Et c'est d'autres contraintes. Et en plus, on avait choisi Benjamin André et Yannick Cahuzac qui se connaissent de longue date. On trouvait que ça pouvait être vraiment sympa de les faire rencontrer. Au départ, on voulait les mettre tous ensemble. On voulait être tous ensemble dans une pièce, mais bon, c'est très très compliqué aussi par rapport à la crise sanitaire en ce moment, et puis les agendas des uns et des autres. Et puis malheureusement, Benjamin André, avec le carton jaune qu'il a pris à Lyon, sera privé de ce derby. N'empêche, il a joué le jeu, moi je trouve que c'était un moment assez sympathique. Voilà, ils ont un petit peu confronté leur expérience à Lens, à Lille, en Corse, leur expérience de trentenaire aussi. Et puis ils ont bien joué le jeu, c'était un moment très agréable. Puis inviter des Corses, finalement, des joueurs qui ont joué en Corse pour parler du derby du Nord, c'est un sacré paradoxe, mais c'est vrai que l'article est très intéressant. Disons que c'est pas simple en ce moment de trouver des nordistes dans les équipes du Nord. Donc on voulait trouver, parce qu'en gros il y en a un à Lille, c'est Lucas, il joue pas, et à Lens il y en a un, c'est Gaël Kakuta. Donc on pouvait, voilà, donc ça c'est beaucoup, c'était plus simple dans les années passées, je pense, notamment si on fait référence au doublé. Je rappelle que côté lillois, il y avait quasiment la moitié de l'équipe qui était formée au LOSC. On a tendance à l'oublier, mais c'est quand même
c'était quand même prodigieux, je veux dire, d'avoir la moitié de son équipe championne de France qui était formée chez soi. Je pense que c'est un rêve secret de revenir à ça. Et donc là, maintenant, c'est impossible. En tout cas, le projet de la nouvelle équipe du LOSC qui est dirigée sur la formation devrait permettre de vous fournir en invités potentiels dans les prochaines années pour les prochains derbys. On l'espère, sachant que ça va prendre du temps, parce que là, le centre de formation a quand même pris un petit coup. Vous voyez, la façon dont ça a été fait sur ces dernières saisons. Attention, c'est un constat, il y a des bonnes choses, puisqu'on voit que l'équipe première, la locomotive, est le résultat du recrutement de Luis Campos. Par contre, qui a trinqué, c'est le centre de formation. Il ne faut pas non plus faire de langue de bois. Et c'est quelque chose qui reprend facilement 2 ou 3 années complètes pour rebâtir et sortir à nouveau des joueurs. C'est exactement l'avis de Patrick Robert qu'on avait invité ici au bistrot et qui finalement se félicitait de la reprise de la formation, mais qui, même s'il y a quelques jeunes qui pointent le bout du nez dans l'équipe première, nous annonçait effectivement un délai de 2, 3, 4 ans pour que finalement la formation commence à porter ses fruits dans l'équipe première. Je vous propose de passer à la première partie de l'émission. Donc, Lille-Nice, un leader en toute sérénité. Alors, je ne sais pas, j'ai du souffle dans le casque, Arnaud. Je ne sais pas si c'est général. Donc, je vous propose de passer à la première partie. Donc, Lille-Nice, un leader en toute sérénité. Un match relativement facile pour les Lillois. 2 buts, 3 points. Je vous propose de faire un tour de table. Baptiste, tu veux commencer peut-être ? Allez, pourquoi pas. Déjà, donc pour commencer un petit peu sur ce match, j'ai trouvé la tactique de Christophe Galtier mise en place très intéressante, qui était de vraiment mettre le pressing dès le début de jeu et vraiment d'essayer de marquer dans les 15-20 premières minutes, ce qui permet vraiment pour se répertorier face à des matchs, par exemple à Montpellier, où on mettait le but vraiment très très tard et on revenait même au score, ce qui était très énervant. Et donc là, on n'a pas couru après le score, on a on a marqué en premier, pardon, et donc ça s'est ressenti surtout sur le match, avec une équipe de Nice qui a par exemple 0 tir, bon, 0 cadré, mais 0 tir, ce qui est quand même impressionnant. Du côté de Lille, après on regarde dans les statistiques, il n'y a pas vraiment de statistiques formelles, si ce n'est qu'il y a eu 0 tir du côté de Nice, donc match maîtrisé pour les Lillois. Christophe D, on ne te voit pas, mais toi, tu as vu le match. Qu'en as-tu pensé ? C'est un match tellement maîtrisé qu'il y a certains esprits chagrins qui ont dit que c'était arrangé. Donc, c'est vraiment qu'on a été fort. Mais sinon, oui, il y a eu les buts déjà sont magnifiques. Parce que le premier but, c'est une construction avec une remise de David qui dépose le ballon pour Yilmaz. Et Yilmaz, il met une frappe à ras du poteau, mais c'est avec le rebond qui va bien, je défie n'importe quel gardien d'aller chercher cette balle-là. Et David, qui fait cette super remise, qui a été gratifié d'un 4 dans l'équipe. Bravo l'équipe, bande de fumistes. Et donc, du coup, derrière ça, il y a eu un pressing tout-terrain de tout temps. Et Nice n'a pas existé parce que c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait absolument empêcher leur relance qui est généralement foireuse. Moi, je ne sais plus contre qui ils avaient joué. Ils avaient vu un match. Nice contre je ne sais plus qui. Ils avaient perdu 3-0, je pense que c'était Nice qui a fait les 3 passes de but. Je pense que quand on les presse à la relance, ils ne sont quand même pas encore là. Un jour, ils vont être bons, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le Barça ni Manchester City. Donc, il y a encore moyen, en les pressant, de récupérer des ballons. Et c'est ce qui a été fait, et bien fait. Et c'était reposant par rapport au match de la semaine d'avant. Et celui de la semaine d'après, je pense. Alors, Georges, la semaine dernière, tu annonçais des Niçois presque en vacances. Tu annonçais Holiday on Nice. Est-ce que c'était des Niçois en vacances ? Est-ce que c'était des Niçois qui ont laissé aller, comme le demandaient les supporters, qui souhaitaient une victoire par procuration pour empêcher Monaco de devenir champion et pour privilégier Lille ? Ou est-ce que c'est simplement la maîtrise du pressing lillois qui a anesthésié les quelques initiatives niçoises ? Pour répondre à cette question d'abord et l'espèce d'idée complotiste qu'il y a eu un arrangement, je tiens juste à rappeler que si vraiment ça avait été un match arrangé, je ne pense pas qu'il y ait un joueur niçois qui finisse expulsé après un tel excès d'engagement où il a quand même failli envoyer Bamba à l'hôpital.
Donc, je crois que ça, c'est la preuve que les Niçois avaient décidé de jouer le match, mais ils n'ont pas pu le faire. Et au final, ça a donné un match qui était un peu l'antithèse de ce qu'on vit ces derniers temps, et notamment ce qu'on a vécu à Lyon. C'est-à-dire, pour une fois, on n'avait qu'une victoire confortable. Je crois que ça faisait longtemps pour monter au match de Nantes ou Bordeaux, pour vivre un match comme ça, qui a été quasiment maîtrisé de bout en bout. Hein. Il y a peut-être un petit passage à vide en fin de première mi-temps, mais sans conséquence, et un contrôle total sur le match, quoi. Mais je pense pas que les Niçois étaient venus pour faire plaisir à leurs supporters. Christophe C, tu as vu le même match. Quel est ton sentiment sur cette victoire de Lille? Le même match, et puis j'avais émis un souhait de voir Dolberg rester un Casper, et on a eu la chance d'avoir 11 Casper sur le terrain, et ça a été quand même agréable à voir. C'était plutôt sympa comme match. Une équipe inoffensive dans sa globalité de toute façon. Il n'y a pas eu grand-chose à retenir. On a fait un match sérieux, comme on s'y attendait, comme on l'espérait en tout cas. Et c'est l'essentiel à retenir, je pense. Et c'est vrai, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Christophe tout à l'heure, sur la note de mon ami canadien. Hein. J'ai son drapeau depuis le début. Je soutiendrai jusqu'au fond. Mais là, vraiment 4 pour ce match. Moi, j'ai trouvé justement qu'il a fait un de ses meilleurs matchs depuis les 3-4 derniers. Là, il a été présent du début à la fin. Et voilà, gros match de notre ami canadien. Olivier, toi qui es un observateur attentif du parcours lillois sur ces derniers matchs, comment tu as trouvé cette rencontre contre Nice? Oui, je vais aller dans le même sens que vous. Alors déjà, je dis, pour moi, j'ai la chance de voir Christophe, mais Christophe, il est à l'envers pour moi. De toute façon, à part toi, personne ne le voit, donc c'est pas très grave. C'est assez perturbant parce que il est dans l'autre sens. Alors depuis tout à l'heure, je l'écoute. Non, mais il a été croisé avec un lézard, c'est normal. Sinon, pour répondre un petit peu plus sérieusement, donc vous parliez de match facile. Moi, je dirais que Lille se l'est rendu facile. Parce qu'effectivement, hein, comme vous disiez, le pressing d'entrée de jeu a étouffé Nice, il marque très vite, et on sait très bien que Lille qui ouvre très vite le score devient une équipe ça devient très compliqué de la manœuvrer, parce que Lille devient leur très fort en contre, hein, notamment si jamais l'adversaire se découvre un peu. Donc ce qui fait que en démarrant aussi fort, le pressing a effectivement coupé un peu les Niçois, et ensuite Nice n'avait pas les armes pour aller embêter les nordistes. Après, la thèse du complot, j'y crois absolument pas. Enfin, moi, là, franchement, c'est juste une équipe qui... On voit aussi tout de suite le grand écart entre une équipe qui est mobilisée sur un projet et une autre qui attend la fin de saison. Et là, à ce niveau-là, ça ne pardonne plus. C'est le grand écart. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça. Et ensuite, sur la note de Jonathan David, nous, à la Voix des Sports, on lui a mis la moyenne, mais on n'est pas non plus monté aussi haut que peut-être vous auriez pu le faire, parce que moi, j'ai trouvé qu'il a manqué une passe décisive. Il a aussi la bonne passe là, quand il lance Yilmaz et Yilmaz tire sur le poteau. Mais moi, je trouvais qu'il avait manqué un petit peu de spontanéité dans le dernier geste, ce qui fait qu'il a fait un bon match, hein, comme l'ensemble de l'équipe. D'ailleurs, on n'a pas mis de joueurs en dessous de la moyenne chez nous. Mais je pense qu'à un moment, un avant-centre, c'est aussi là pour marquer des buts. Et quand vous avez deux ou trois grosses opportunités, il faut au moins encadrer une. Voilà. Et garder ces opportunités pour le derby vendredi soir. Peut-être. Je souhaite. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as déjà des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors sur le match, tout a été dit. Hein. Franchement, c'est vrai qu'on se l'est facilité grâce à notre premier but. Et c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'arrivait pas à marquer le premier but et qu'on se faisait toujours avoir par un but de l'adversaire, et qui nous faisait donner plus de difficultés. Et surtout plus de qu'on appelle ça de dureté à revenir au score. Et c'est ça le grand problème de Lille ces derniers temps. Et là, en marquant les premiers, ça a été beaucoup plus facile. Et c'est vrai que Nice, malgré les 0 tirs du match,
chose qui est arrivée 2 fois depuis les statistiques d'après Canal+. C'était la dernière fois, c'était un PSG Marseille, je crois, ou le Marseille PSG, et une des deux équipes n'avait versé au parc, enfin avec Marseille, ouais. Voilà, c'est ça, donc 0 tir. Donc, mais après, franchement, ça n'a pas été. Ils sont pas venus en tongs, comme on dit. Certains ont dit oui, ils sont venus en tongs, les Niçois, avec leur banderole qui est en plein Nice, disant qu'il faut laisser Lille champion. Non. Et comme disait Georges, s'ils étaient venus en tongs, je pense pas qu'il y aurait eu un expulsé. Hein, donc c'est tout à fait normal. Je crois qu'on a gagné notre match dans les règles. Sinon, il y a plusieurs questions pour Olivier. Alors, est-ce que l'émission 100% Lille a-t-elle vocation de durer la saison prochaine? Alors, c'est peut-être rappeler ce que c'est que 100% Lille. C'est un nouveau projet que vous avez mis en place à la Voix du Nord avec 20 minutes, c'est ça? Donc c'est par rapport au podcast. Ouais, le podcast, ouais. Mais écoutez, on est en test. Là, c'était, on profite forcément, on surfe un petit peu sur la vague des bons résultats du LOSC pour lancer ça, parce qu'évidemment, là, il y a plein de choses à raconter. En plus, ils s'en passent tellement toutes les semaines. A priori, il y a la 2e édition qui est sortie cet après-midi, et la première a bien fonctionné. Donc, les résultats positifs de cette première, et sans doute, je ne vois pas pourquoi la 2e ne fonctionnerait pas, vont sans doute nous inciter à continuer ça en partenariat avec 20 minutes dès le début de la saison prochaine. Je crois que c'est le 8 ou 9 août de mémoire. Donc, voilà. Oui, a priori, c'est plutôt bien parti en tout cas. Et une deuxième question toute simple, c'est toujours vous qui commencez toujours toi qui commence les conférences de presse à Lille, c'est normal, non? Non, alors, ce qu'il y a, c'est que d'ailleurs, alors moi je revois pas tout le temps les images, mais je pense que Christophe Galtier en joue un petit peu. Disons que on n'est pas nombreux à finalement suivre Christophe depuis qu'il est arrivé à Lille. Ça tourne autour. Par exemple, Stéphane m'a rejoint cette année. Il y a Jean Baumel aussi de RMC qui est infidèle. Voilà, donc c'est une petite habitude. Souvent, c'est vrai que je pose la première question sur l'effectif. Et comme en plus dans l'amphithéâtre, je me situe souvent en bas à droite. Et donc voilà, Christophe tourne vers moi et c'est devenu un petit rituel. Mais récemment, j'ai passé la main un petit coup à Romain Lafont de l'équipe pour faire un turnover. Mais c'est plus c'est pas une complicité parce que chacun fait son métier. Mais effectivement, quand vous voyez les mêmes têtes tous les 3 jours, au bout d'un moment, il y a toujours un petit lien qui se crée, je pense. L'ambiance a l'air d'être bonne, d'ailleurs, à ces conférences de presse. On voit souvent Christophe Galtier qui plaisante avec vous, le ton est plutôt à la décontraction. Disons que déjà, il y a une chose très importante, c'est les résultats. Quand les résultats sont là, c'est moins tendu. Moi, j'ai assisté à des conférences de presse parce que maintenant, je commence à prendre malheureusement un petit bouteille. Ça fait 11 ans que je suis le LOSC. J'ai connu des conférences beaucoup plus difficiles avec René Girard, avec Hervé Renard, Frédéric Antonetti aussi. À un moment, c'était un peu tendu. Donc voilà, donc là, en ce moment, tout va bien, comme on dit. Vous êtes leader, il n'y a pas de gros problèmes. Hein. Franchement, le groupe semble sain. Ça joue bien au football, ça marque des buts, ça en prend pas beaucoup. Ça fait des performances à Lyon, à Paris. Voilà, globalement, l'atmosphère est positive. Et en plus, il faut admettre que Christophe Galtier est un excellent communicant. Il est à l'aise, il se balade. Il répond aux questions, on l'a vu. On l'a encore vu la semaine dernière avec Jonathan Bamba. Moi, je trouve que c'est bien, il répond calmement. Voilà, j'ai remis en place gentiment Jonathan et 3 jours après, il faisait un excellent match contre Nice. Donc, voilà, il répond aux questions. Donc, je pense que ça crée une atmosphère plutôt bonne, surtout en ce moment. Oui. Avant de faire un tour de table sur notamment les flops et les tops, je voulais juste préciser
que des fois les statistiques étaient trompeuses. On annonce dans la presse qu'il y a 0 tir et 0 tir cadré pour Nice. C'est pas tout à fait exact. Les Niçois et notamment Lontomba ont tiré 2 fois cadré sur les tibias de Jonathan Bamba. Donc il faut remettre les choses en place. Georges, ton avis sur ce match était top et flop. Quels sont les joueurs que tu voudrais mettre en avant à Nice et à Lille? Alors à Nice, il y en a qu'un, enfin, comme 11 Casper, il y en a un que j'ai vu un petit peu, que j'aime bien en tout cas dans le jeu, j'aime l'élégance. Lui, c'est Attal, c'est le seul qui a essayé d'émerger un petit peu. Et à Lille, on met tellement souvent en avant les centraux que là, je voudrais saluer le match des 2 latéraux, hein, notamment Pavard-Selic et Reinildo, qui, comme d'habitude, depuis quelques semaines, est réellement au-dessus du truc. Et puis, encore une fois, parce que il devient intéressant, je trouvais qu'en première moitié de saison, il fonctionnait que sur les très gros matchs, il était un peu fantomatique sur les autres. C'est Soumaré qui, là aussi, enchaîne quelques très bons matchs, quoi. Christophe D., est-ce que tu as, toi aussi, une sélection de joueurs que tu voudrais mettre en avant ou en arrière, si ce sont des flops pour toi? Non, j'avais près les mêmes. Je dirais Soumaré, c'est vrai que déjà la semaine passée, je trouve, ça fait 3-4 semaines qu'il fait des superbes matchs. Et depuis Paris, il est revenu, j'ai l'impression. Depuis Paris, il est revenu. Et quand il est à ce niveau-là, il est à un super niveau. Hein. Moi, j'ai déjà dit, c'est Vieira. Hein. C'est Vieira, ce gars-là. Hein. Il est, quand il veut, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait défendre. Il a un coup de rein phénoménal. Et il a une technique qui est vraiment au-dessus du lot, quoi. Et donc, Soumaré est vraiment au-dessus. Non, je descends pas. Et donc après, les latéraux, Reinildo et Tchelik, bien, vraiment bien, super. Mais Reinildo, on en a marre de le dire, mais Tchelik, c'est vrai que ça frappe dessus. Et après, le reste de l'équipe est très bien. On a encore un Bourak qui est au-dessus du lot, qui va encore marquer un but plein de finesse. Et puis, il y a personne à retirer. En fait, l'équipe a très bien joué. Et franchement, même les remplaçants, c'était bien. Arojo, il fait aussi un très bon début de match. Non, c'est bien. Franchement, là, on est sur un bon rythme et ça sent bon. Baptiste, ça sent bon? Quel est ton flop? Quels sont tes tops? Alors moi, avant de parler des top joueurs, j'aimerais surtout mettre en top les supporters qui ont été nombreux au Stade Pierre-Mauroy avant ce match contre Nice. Super ambiance dans le respect des gestes barrières. Donc vraiment un grand bravo à eux pour s'être mobilisés au Stade Pierre-Mauroy. Et concernant les joueurs, je pense qu'il n'y a pas du tout de flop dans ce match. En top, alors on peut parler d'un peu tout le monde. Il y a Burak Yilmaz, bien sûr, qui fait un super match. Il y a Luis Araujo, Reinildo, Selic et tout ça. Et du côté de Nice, j'aimerais mettre en avant le bon travail de Walter Benitez sur la deuxième frappe, qui nous fait une carius. Il met ses bras et l'enlève directement. Bon, c'est gentil pour la frappe de Selic. Donc je retiendrai le magnifique match de Walter Benitez. Christophe C., est-ce que tu as des joueurs que tu voudrais mettre en avant? Oui, ils ont déjà été pas mal cités, mais c'est vrai que l'état d'esprit, surtout des entrants, Araujo, JK par exemple, il y a une petite différence, je trouve, depuis quelques matchs, depuis 3-4 matchs. On voit vraiment un état d'esprit chez les entrants, et ils apportent quelque chose, c'est pas juste du remplacement. Il y a un plus à chaque fois, systématiquement, dans les entrées. Voilà pour les Lillois. Et puis après, au niveau de Nice, j'aime bien les deux centraux, les deux joueurs prêtés, Todibo et Saliba. Je trouve que heureusement qu'ils les ont. Alors je sais pas comment ils vont faire l'année prochaine parce qu'ils vont devoir reconstruire une charnière centrale, parce qu'a priori ils sauront pas les garder. Et puis Attal évidemment sur le côté qui a joué à 3 postes, droite, gauche et bonne touche. Donc c'est quand même pas mal pour un seul joueur. Donc voilà.
Alors, Olivier, je n'ai pas te posé exactement la même question. En te basant sur ce match de Nice, il y a des joueurs qui sont en forme, qui arrivent en forme dans ce Money Time. Et quels sont pour toi les joueurs, justement, qui sont les joueurs clés qui peuvent permettre d'avoir de gros espoirs pour cette fin de saison? On a cité des joueurs comme Soumaré, comme Burak Yılmaz. Quels sont les joueurs que tu souhaites mettre en avant, à la fois à court terme pour le match de Nice et à moyen terme sur la fin de saison? Alors effectivement, hein, je pense que Soumaré mérite quelques louanges en ce moment. Il enchaîne les matchs et c'est un joueur qui a besoin de jouer. C'est-à-dire qu'il a besoin de prendre confiance. Il fonctionne un peu comme ça et on s'aperçoit qu'il est nettement plus efficace quand il enchaîne les titularisations que lorsqu'il rentre en cours de match. Et là, il a des bonnes opportunités à jouer parce que Sanchez multiplie les petits pépins physiques. Et là, c'est André qui sera Quelqu'un a branché son stéthoscope sur le bistrot d'Alain Losc. Merci de vous mettre en mute si c'est possible. Donc Olivier, tu as été interrompu. Oui, donc voilà, sur Soumaré, après, pour vous, j'ai envie de dire que ce serait bien qu'Yılmaz continue sur sa lancée jusqu'au bout, parce que là, il est sur un rythme, une efficacité assez surprenante et incroyable, parce qu'il marque, et puis il tient la route. C'est-à-dire, à un moment, on disait il va jouer un match sur deux, il va jouer des bouts de match. Non. Burak Yılmaz, il est tout simplement le meilleur à son poste en ce moment, le plus complet. Il harcèle les adversaires. Vous avez vu le nombre de fautes qu'il a provoqué pour récupérer des ballons, même parfois à 45 mètres de ses buts. C'est assez incroyable. Et je reviens même au match juste avant. Moi, j'étais à Lyon. J'ai cette chance de pouvoir aller dans les stades. J'en ai bien conscience. Et quand il marque sur son coup franc, c'est juste avant la mi-temps, on a même l'impression qu'il rentre direct au vestiaire pour haranguer tout le monde, vous voyez, pour créer, pour impulser son état d'esprit. C'est assez exceptionnel. Ensuite, moi j'aime beaucoup Mike Maignan aussi. Hein. Alors même si là sur Nice il a été moins sollicité, je pense que dans le derby il va l'être beaucoup plus. D'ailleurs dans SoFoot cette semaine, son copain Seko Fofana lui a promis une soirée plus complexe qu'à l'aller. Et je pense que Mike Maignan va avoir un rôle déterminant vendredi soir dans le derby. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des avis sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup d'avis. Après, pour les tops et les flops, c'est vrai que tout a été dit, hein, mais la fameuse Turkish Connection, c'est énorme, hein, quand on regarde Zeli qui nous sort un but à la Pavard venu d'ailleurs, et on se demande comment il a marqué d'ailleurs. Yılmaz, comme d'habitude, s'il n'avait pas été blessé, je pense que s'il n'avait pas été blessé 2 mois, je pense qu'on aurait été encore mieux, et je pense qu'on aurait même pu être champion bien avant. Franchement, je dis pas ça en rigolant, mais c'est un monstre, ce gars-là, c'est un monstre. Malgré son âge, plus personne ne voulait l'avoir, on dirait. Il est arrivé à Lille, il s'est refait une jeunesse comme jamais. Et pourvu qu'il reste, je crois qu'il a signé un contrat de 2 ans, donc il y a encore au moins l'année prochaine. Si on est en Ligue du Champion, si tout va bien, c'est ce qui devrait être le cas, il pourrait faire encore très très mal l'année prochaine en Ligue des Champions. Je pense qu'il y en a qui seront surpris de le voir en face. Il y a beaucoup de défenseurs, je crois, en Ligue des Champions qui vont trembler les soirs de match. Et sinon, au niveau des réflexions sur Twitch, il y a Phil qui dit: je suis partagé entre l'envie que le LOSC soit champion et une très grosse crainte de se prendre la honte en Ligue des Champions l'an prochain. C'est vrai qu'on parle toujours de la perte des joueurs, de absolument vendre ou quoi que ce soit, mais il y a celui qui tient les cordes de Lille, on va dire, c'est Martin, c'est ça, je crois, il me semble, le Hollandais, qui disait dans la presse hollandaise que il est là pour faire quelque chose avec Lille. Donc il va peut-être pas autant vendre qu'il est prévu, on verra bien. Et puis comme on a vu, hein, il y avait JP Morgan qui voulait investir quasiment il y a quelques temps 4 à 6 milliards d'euros dans la Super League. S'il en regarde quelques-uns pour Lille, ça ira, hein, y a pas de problème. Hein. Donc, je me permets juste un petit complément. Moi, j'ai été déçu par Ronny Lopez. Franchement, personne ne m'en parle. Moi, j'aimais bien quand il était à Lille. Après, j'avais un truc. Et là, j'étais très très déçu de lui samedi soir.
Après, c'est vrai qu'il était dans son équipe, l'animation offensive avait des difficultés finalement à passer le premier rideau lillois. Et Ronny Lopez, qui est un très bon technicien, à l'époque de Lille déjà, physiquement, quand il avait des adversaires costauds, il avait parfois un petit peu de mal. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Arnaud concernant le futur. Je pense qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Je crois qu'il faut apprécier les moments et apprécier la campagne du titre. On verra l'année prochaine à quelle sauce on sera mangé. A priori, que ce soit de la déclaration de Martin Peterman dans la presse néerlandaise ou que ce soit les déclarations d'Olivier Létang lorsqu'il est arrivé, il nous annonce non pas une saignée de joueurs, mais un groupe qui restera compétitif. Alors notre ami Julien Desdocs de Paris n'est pas là ce soir, donc il n'est pas là pour nous contredire, mais quoi qu'il arrive, on en saura très très vite le fond des choses par les premiers effectivement mouvements du mercato. Et puis aussi par la prolongation ou pas de Christophe Galtier, qui sera un premier indicateur très, très pertinent en fait, de l'avenir à moyen terme du club. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission, donc la partie sur le derby. Alors on va essayer un truc qu'on n'a jamais fait. Vous savez que dans les derbys, il y a souvent des batailles de banderoles. Alors nous, ici au bistrot d'Allé-le-Losc, on n'a pas de banderole, mais on a une bande son. Arnaud. Suspense. Ah bah, tu nous rassures. Oh non. Donc Olivier, entend pas ce qu'il dit. Non. Olivier, tu participes à l'émission, on dit des trucs mais dégueulasses sur les Lensois. Et tu vas foutu. Oh, c'est une blague, Georges, c'est une blague. Une démonstration. Qui est un peu pourri quand même. Le score. Il y en a 4 au fond. Tu participes à l'émission, on dit des trucs mais dégueulasses sur les Lensois. On était remonté après 5 ans de vide, grâce à ce spontané. Enterré à jamais ces vieux matchs de la mort, les lundis soirs sur Eurosport. Revenu à l'élite, oubliant pour une fois l'affreuse Domino's Pizza. Nous étions si contents d'être dans la cour des grands, mais qu'est-ce qu'on a l'air con maintenant. Oh non, c'était les bouffons. Au stade, ils ont pris le bouillon. Le match, une démonstration. Le score, il y en a 4 au fond. Le son autrement. Je vais le mettre carrément sur le micro, ce sera beaucoup plus simple. Allez-y. Oh non, c'était les bouffons. Au stade, ils ont pris le bouillon. Le match, une démonstration. Non, moi j'entends pas. Bon, Le score. Je peux faire mieux. c'est passé en direct. Oui, c'est passé en direct, mais bon. Voilà, parce que je ne sais pas ce que ça donne, l'effet que ça va avoir, mais j'ai l'impression qu'on a parlé sur la musique. Alors pour Olivier qui n'a pas entendu et pour ceux qui n'auraient pas entendu, en fait, on a revisité un peu à notre mode la chanson des Corons avec une dédicace tout amicale à nos amis supporters lensois. Apparemment, j'irai écouter le replay. J'irai la revoir et puis j'irai écouter. Voilà. Au pire, je l'enverrai. Je l'enverrai directement à Olivier.
Au pire, on te l'enverra. Alors, je ne sais pas si ça se trouve, c'est la partie d'émission la plus pourrie depuis le début du Bistro à Los, parce que certains ont parlé sur la musique et tout, donc ça l'effet risque d'être catastrophique. Mais en tout cas, on aura essayé. Et si vous êtes sage, on vous la fera réécouter à tête reposée une prochaine fois. Donc voilà, derby. Vendredi prochain au stade Bollaert, donc Lens-Lille, un derby qu'on a appelé submergé par les enjeux du championnat. Pas question aujourd'hui de parler de suprématie régionale. Lille a 20 points d'avance sur le RC Lens. J'ai réussi à placer une première pique, merci à moi. Lens 5e qui se bagarre pour la place en Ligue Europa Confédération, c'est ça, la nouvelle compétition européenne, Baptiste ? Conférence, pardon. Ligue Europa Conférence, donc la nouvelle compétition de l'UEFA. Un classement très serré avec l'OM et Rennes, tandis que Lille se bat, vous le savez évidemment, pour la place de leader et le titre donc de champion de France avec le PSG, et nous ne les oublions pas, Monaco et Lyon. Donc un derby passion, un derby à enjeu très important. Comment vous ressentez ce derby à 4 jours du match ? Alors on va commencer par Christophe D. Comment tu le ressens, ce derby ? Il va être tendu, ce derby. J'en parlais déjà la semaine passée, mais je pense qu'il est tendu surtout pour les Lensois. Les Lensois sont au taquet. Moi, je connais pas mal de Lensois dans mon entourage, y compris dans ma famille. Malheureusement, personne n'est parfait. Et donc, du coup, je sens la tension, mais chez eux. Mais je veux absolument que les Lillois ils comprennent que il n'y a pas de problème. Il faut, si on est froid, si on est calme, si on fait notre pressing et si on garde dans notre tête ce côté un peu voilà, c'est important, super important, mais on n'y met pas de la passion là-dedans, on y met juste l'envie de gagner. Je pense qu'il faut absolument y aller comme ça, parce que eux sont vraiment attaqués. Et donc la seule crainte que j'ai par rapport à ce derby, c'est la présence du milieu de terrain, l'absence d'André, qui sera certainement remplacé par Tcheka. Et Tcheka, il est un peu trop passionné pour moi dans ce genre de match. Il faudra que Galtier le prenne à part, lui explique que voilà, c'est important, mais c'est pas la peine de tout défoncer tout de suite, il faut attendre un peu. Et qu'il attende la fin du match, comme les Lyonnais et les Monégasques. Et donc, voilà, que ça va être un match super intéressant. Pas pour notre cœur, mais pour le match, ça va être super intéressant. Je voudrais être neutre pour regarder ce match-là, en fait. Alors, Baptiste, comment tu ressens ce derby ? Alors, tu as peut-être eu une annonce, parce que beaucoup nous font confiance et assistent au Bistro à LOSC. On choisit de ne pas regarder le match Manchester-PSG. Bouchez-vous les oreilles si vous souhaitez le voir en replay. On va vous annoncer un scoop. Baptiste, je te laisse parler. Ouverture du score de Manchester City sur un but de Riyad Mahrez. Donc, Paris, entre guillemets, est à un pied de l'élimination. Donc, voilà. Et donc du coup, vas-y. Baptiste, que penses-tu de ce match ? Comment vis-tu ces jours qui précèdent ce fameux derby ? Alors, comment on se sent ? Je pense qu'on est tous tendus à l'idée de voir ce match. Je pense que c'est l'un des derbys les plus alléchants depuis longtemps. Lille premier, Lens 5e, ça va être un derby super. Mais au-delà du match, je pense niveau pression, je pense vraiment que Lens a beaucoup plus la pression que Lille, tout simplement. Déjà, ils souhaitent se remettre du score 4-0 à l'aller. Et surtout que ça fait plus d'un mois que les Lensois, entre guillemets, ont en tête ce derby, je pense, avec déjà les banderoles affiché lors d'un match opposant Lens à Nîmes, si je ne dis pas de bêtises, avec des références au fameux derby, alors que du côté de Lille, aucune référence n'a été faite à ce match. Pour Lille, il faut vraiment l'aborder comme un match qui sera le même contre Angers, contre Saint-Etienne, 3 matchs, 3 finales, pour espérer être champion. Lens aura plus de pression, et je pense que si Christophe Galtier a le même discours qu'il a eu contre Nice, c'est-à-dire mettre un but dans les 15 minutes et ensuite essayer de jouer en contre et de jouer comme ils le font, je pense que ça peut le faire et que Lille pourrait l'emporter sur ce schéma-là. Christophe, c'est ton avis malheureux vaincu. Tu penses aussi que Lens aura se mettre peut-être un peu plus de pression que Lille ?
Non, je crois pas, non. Je pense que comme l'a évoqué, alors je vais citer un Lensois, hein, l'ancien coach Wallem, on a encore l'esprit derby pour nous, supporters, mais je pense que les joueurs sont passés à autre chose. On est passé d'un esprit à un enjeu régional, à un esprit national, un enjeu national. Là, c'est le haut du tableau qui joue. Je pense que les joueurs sont conscients de ça. Je ne crois pas qu'on va avoir un match comme on a pu les avoir il y a quelques années de ça, soit à Lens, soit à Lille, dans notre vieux stade. On ne va pas avoir forcément un combat de rue, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on a deux belles équipes de haut de tableau qui ont mérité sur ce championnat d'être en haut du tableau, les deux. Ça développe un beau jeu des deux côtés. On va avoir un absent important, André, ils en ont un aussi, hein, suite à un carton rouge qu'il a pris, là, Silla, leur latéral. Ils ont un coach aussi de haut niveau. On relève souvent Galtier, mais je pense que Franck Hayes a fait un beau boulot cette année, un jeune coach. Et voilà, j'aime bien quelques joueurs chez eux, voilà. Et je crois qu'il y a un joueur aussi important de ce jeu-là qu'on appelle fou, c'est Monsieur Turpin, qui aura un rôle important pour tenir tout ça. J'espère qu'il fera un match aussi sérieux que Lille va le faire. Donc voilà. Je ressens pas l'esprit vraiment derby parce que déjà on peut pas y aller. Voilà, c'est pas comme d'habitude où, par exemple, vendredi, je vais pas mettre mon maillot au boulot alors que j'ai plein de collègues qui supportent Lens et on se chambre déjà, mais gentiment. Mais c'est pas comme d'habitude. On n'a pas ce petit sentiment comme ça de derby. Je l'ai pas, personnellement, je l'ai pas. Je pense pas. Non. Georges, toi aussi, tu penses que le derby est un peu dénaturé par l'absence de public ou tu penses que finalement c'est un beau derby parce que c'est un derby du haut de classement de la première division? Pour reprendre, tout à fait d'accord avec Christophe, hein, derby aujourd'hui c'est avant tout un concept de supporter. Je crois qu'Olivier l'expliquait, il n'y a plus quasiment un seul joueur du Cru dans les deux clubs. Donc, notion de derby, voilà. Après, elle doit être. Enfin, je pense même à un joueur comme Burak Yilmaz qui a connu les derbys stambouliotes qui sont autrement chauds et autrement animés. Je pense que pour lui, c'est une partie de campagne, sauf qu'en plus, il n'y a pas le public. Mais ce que je voulais dire, malgré tout, comme je reste supporter, pour moi, il y a toujours cette espèce d'appréhension. C'est-à-dire qu'un derby, il y a toujours un petit stress à part. Même à l'époque nombreux, où on était largement devant, on est devant, il y a toujours l'idée de se dire, et si jamais c'est le match qu'il ne faut vraiment pas perdre, alors de surcroît, celui-là, il revêt un élément assez essentiel, c'est que si on perd très très gros, on perd plus que le derby, même si on ne le gagne pas. Donc, mais j'ai envie de dire, voilà, la dernière fois que Lens a battu Lille, mon fils était en maternelle, il est aujourd'hui en Master 2. Donc ça donne une idée quand même des espérances qu'on peut avoir, quoi. À l'époque, je pense que Macron était encore élève de l'ENA, c'était Chirac le président de la République. Donc ça date un peu, la dernière victoire lensoise. Je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il y a sans doute chez les Lensois beaucoup plus de stress et de pression, comme le disait Christophe. Donc voilà, je pense que eux, ils ont un truc à jouer. C'est surtout ça, c'est la dernière équipe qu'on va affronter qui est en vie dans ce championnat. Donc il faudra être extrêmement vigilant, quoi. Ce serait bien de prolonger la belle série. Olivier, toi qui as préparé, qui as travaillé sur ce derby, avec notamment dans le numéro de la Voix des Sports qu'on montrait tout à l'heure, il y a des photos de supporters que vous avez reçues via la page Facebook de la Voix du Nord. Ouais. Est-ce que tu sens des lecteurs une motivation? Est-ce que tu sens plus une motivation revanche lensoise ou tu sens finalement une volonté des deux côtés de privilégier le résultat par rapport au classement plutôt que par rapport au derby? Oui, alors plusieurs remarques. Alors, effectivement, on a, par rapport à cet appel qui avait été fait pour créer un peu une interactivité entre notre journal et les supporters, je crois que en gros, le Facebook, on a lancé l'appel, on pensait mettre plusieurs jours à trouver des... Parce que voilà, ça dépend, il y a des moments, ça percute plus ou moins. Et là, je pense que le soir, on a dû arrêter la recherche de photos parce qu'on recevait un paquet incroyable de photos. Donc, ce qui prouve quand même qu'il y a passion et un intérêt autour de ce match. Pas seulement parce que sur tous les torons, mais aussi parce que... Est-ce que
c'est pas moi qui provoque le buzz, le petit bruit? Non, on t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Bon, super. Donc, en tout cas, il y a un intérêt. Ensuite, la notion de derby, là, elle passe en second vu l'enjeu sportif. Et moi, je trouve que Lille a plus à perdre que Lens sur ce match. Parce que Lens, c'est un peu inespéré. Hein. Il visait le maintien. Et le maintien, il est assuré depuis 2 mois. Là, il joue la Ligue Europa. Peut-être la Ligue Conférence. On verra la Coupe d'Europe. Ça, c'est... Et je pense que même s'ils sont 7e, parce qu'après Lille, ils vont encore jouer Bordeaux et Monaco, ils diront qu'ils ont fait une bonne saison et peut-être que la Coupe d'Europe, ça peut être un cadeau empoisonné parce qu'elle arrive très tôt pour eux. Et je trouve que Lille a beaucoup à perdre sur ce match. C'est vrai, d'autant plus que, comme tu le disais, aujourd'hui, la 5e place, c'est la Ligue Europa Conférence, mais la 5e place, ça peut devenir la Ligue Europa directe si la Coupe de France oppose Paris et Monaco en finale. Et c'est donc ça. La 6e place peut effectivement devenir qualificative, ce qui fait que Lens a un droit à l'erreur presque avec le derby et peut-être moins la pression du résultat que ne peut l'avoir le LOS. Par contre, la pression de revanche penche plutôt du côté lensois. Exactement. Il y a 6 semaines déjà, j'avais été faire un match à Lens, parce que nous, de temps en temps, on tourne un petit peu, ou quand, enfin bref, par rapport à des histoires de planning, parfois on peut donner un coup de main sur un match à Lens. Et j'avais rencontré Florian Sotoka, qui à l'époque parlait déjà de ce match. Et globalement, eux parlent de ce match retour quasiment depuis la fin du match aller. Et c'est même plus, donc je crois que c'est Baptiste qui parlait de 5, 6 semaines, 8 semaines. Moi, je pense que ça fait donc, c'était mi-octobre, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait quasiment 6 mois qu'ils ont ça dans un coin de la tête. Et donc, le début de match je pense que le début de match va être terrible. Parce que je vois Lens attaquer vraiment très fort. Et là, on sait très bien que Lille est capable de tuer tout de suite le suspense en étant efficace sur un contre. On l'a vu à Lyon. Arnaud, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ces jours précédents de derby? Et est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, il y a un portable à côté d'un micro sûrement qui fait un petit bruit. Donc si vous avez un portable, mettez un peu de côté. Je n'aime pas. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que ce matin, c'était ce matin ou c'était hier matin sur France Info, il y avait Jacques Vendroux qui a interviewé Landreau et il disait que le pire résultat pour les deux clubs, c'est un nul. Parce qu'en fin de compte, le nul peut faire que le PSG passe devant Lille et que Lens peut perdre 2 places. Parce que Marseille et Rennes peuvent passer devant Lens. Donc, en gros, ça va être un match où il faudra un vainqueur absolument. Attention, c'est Rennes-PSG en même temps. Donc, si ça profite à l'un, ça profitera pas à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Les deux passeront pas. Ouais, il y aura que Marseille qui peut passer au cas où. Voilà. Mais pas Rennes. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ou Rennes, mais alors nous, ça nous sauve, on va dire. Paris, ça me paraît pas impossible. Oui, c'est vrai aussi que si Rennes bat Paris, ça va pour nous, mais c'est que Lens perdrait 2 places. Si Marseille gagne aussi. Mais bon, après, ça on est encore dans les suppositions. Mais non, le match contre Lens, je pense que Galtier l'a bien dit, on joue match par match. On n'est pas en train de penser au derby comme les Lensois font 6 semaines, 8 semaines ou des mois à l'avance. Et je pense que la force de Lille, c'est de jouer match par match. Et ça, c'était important à le dire aussi, parce que si on commence à penser à des matchs capitaux avant de jouer d'autres matchs, je pense qu'on aurait perdu beaucoup plus de matchs. Et on l'a eu un petit peu entre parenthèses, c'était à chaque fois qu'on gagnait des rencontres en Europa League, on l'a vu contre Milan, on a perdu à Brest, on a souvent pensé à ce match contre Milan, et on a pu penser à Brest. Là, c'est pour ça que Galtier a dit clairement qu'il faut jouer match par match. Ça, c'est un truc important. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui pensent que on va peut-être gagner le derby en question, mais qu'on a peur contre Angers et Saint-Etienne. Après, Angers et Saint-Etienne n'a plus de raison à jouer quoi que ce soit. Et on sait jamais, ils peuvent quand même jouer le
le championnat, une place, ça vaut cher, mais non, pour l'argent. On peut se retrouver 10e ou 7e, ça peut vite jouer au niveau de l'argent. Après, on verra bien, mais pour moi, je pense que ce derby, il n'y aura pas un score comme au match aller, hein, il n'y aura pas de 4-0, je pense pas. Mais ça va être un score difficile, ça va jouer peut-être à un but, pas plus. Moi, je suis convaincu que si Lille est encore leader dimanche à 23h, Lille va direct au titre. Pour moi, je suis convaincu de ça. Saint-Étienne est maintenu. Saint-Étienne prend 2 ou 3 buts par match. Et puis à Angers, c'est depuis qu'ils ont appris que leur entraîneur ne serait plus l'entraîneur l'année prochaine, c'est parti en déconfiture. Donc, moi, je suis convaincu de ça. En tout cas, les joueurs ont l'air d'être très concentrés sur l'objectif titre plutôt que l'objectif derby. J'ai eu le plaisir cet après-midi de converser avec Lucas Chevalier, qui est dans le groupe pro, et qui nous confirmait que le groupe a vraiment un seul objectif, c'est la victoire samedi, mais c'est que le titre, quoi. Tout l'objectif est présent et qu'ils sont vraiment match par match à prendre chacune des étapes qui arrivent jusqu'à l'échéance. Je vous propose on a parlé de l'avant-match, du derby, des préparations. Alors peut-être avant de parler du match, juste un petit tour de table. Comment vous avez ressenti finalement les animations de supporters qu'on voit depuis le début de la semaine, banderoles et compagnie? Est-ce que vous trouvez que c'est plus que d'habitude, que c'est pareil, c'est toujours de bon goût, de mauvais goût? Christophe D, tiens, je vais t'interroger en premier. Est-ce que tu as vu certaines banderoles? Je sais que tu aimes bien les banderoles. Ah non, mais moi, les banderoles que j'aime bien, c'est quand elles sont vraiment drôles. Et c'est tellement rare que, bon, voilà. Je me suis promené à vélo dimanche. Je suis passé à côté du stade Pierre Mauroy, un grand joueur de foot, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et j'ai vu les affiches du RC Lens, écrasez-les. Mais écrasez-les quoi? C'est n'importe quoi. Mais écrasez-les, n'importe quoi. Et après, j'ai vu la réponse des Lillois et j'ai rien compris. 14 ans de sexe, la main, machin. Mais je comprends rien à leur truc, quoi. Mais merde, vous faites chier, quoi. Mettez des trucs rigolos, quoi. Mettez, je sais pas, jouer sur les mots, jouer sur les noms de joueurs. J'en sais rien, mais c'est pour faire ça, faites rien. C'est bon, ça sert à rien. Je suis vraiment pas là-dedans. Je savais que tu étais bon client, que tu allais avoir une réaction amusante. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les banderoles? Ça manque de créativité. Moi, j'ai déjà vu des banderoles avant à Lyon, Saint-Étienne. C'était plus recherché, quoi. Ouais. Et au moins la recherche du jeu de mots. Après, il reste 4 jours, hein, donc on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Quelqu'un veut ajouter? Oui. Christophe C, je te sens réactif sur le sujet. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes le seul bistrot d'ouvert. Et donc, peut-être que le manque de créativité peut venir de là. Je pense que... c'est possible. Voilà. C'est pour ça que nous avons adressé à nos amis lensois cette petite virgule musicale. On espère que ça accentuera, ça optimisera leur créativité. En tout cas, on les attend et on attend des réponses avec le plus grand intérêt. Quelqu'un veut conclure sur ce sujet en particulier ou on enchaîne sur le match? Répondre sur le terrain, moi je dis. On va répondre sur le terrain. Justement, on va aller sur le terrain. Donc vendredi, Lens-Lille, un Lens 5e avec 20 points de retard donc, sur le LOSC, un LOSC qui joue le titre. Comment vous voyez ce match? Qui est favori? Alors, on va commencer par Baptiste. Comment tu vois ce match? Comment tu le sens sportivement parlant? Alors, sportivement parlant, c'est compliqué parce qu'on ne sait vraiment pas comment les deux équipes géreront leur match. Maintenant, au vu de ce qu'ont procuré les deux équipes, je parle sur les derniers mois, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup tactique d'un entraîneur ou de l'autre. Maintenant, si on se base vraiment sur le 4-4-2 de Christophe Galtier, et si je ne dis pas de bêtises, le 3-4-1-2 de Francaise, pour moi, là-dessus, on est, je pense, sur une victoire du LOSC. Si vraiment on va chercher dans la première mi-temps à rentrer vraiment dans le match et à marquer ce premier but, si on arrive avec une égalité à la mi-temps, ça peut nous faire défaut, je pense. Christophe C, est-ce que tu as un avis qui va dans le même sens? Oui. Je m'attends à voir un match de Marvel, en fait.
un gros combat. Je pense qu'on va essayer de faire, en tout cas j'espère, la même rentrée que le week-end dernier. Donc je pense qu'on va y aller tout de suite. De toute façon, il ne faut pas réfléchir. Tu parlais de 20 points d'avance, François. C'est pas que 20 points, on a aussi une différence de but de plus 20. Si on termine à plus 21, ça me va parfait. Hein. Voilà, mais il m'en faut pas plus. Et puis voilà, un beau petit combat à l'ancienne. J'espère, en tout cas. Mais oui, je m'attends à un gros combat au milieu de terrain, notamment. Et puis, et on l'a évoqué tout à l'heure. CK, s'il vous plaît, jeune homme, doucement. Georges, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur cette confrontation du Nord-Pas-de-Calais ? Lille favori, clairement. On parlait des 20 points. Le 4-0 du match à l'heure, même si ça n'arrive pas à chaque fois, je ne vois pas les Lensois une fois nous mettre le même score, quoi, vu l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Maintenant, ce que je disais la dernière fois, je le confirme, on me demandait sur les 4 derniers matchs, quelle équipe que je redoute le plus, c'est Lille. Parce que je pense que si on a le Lille qui a joué Lyon, le Lille qui a joué Nice, je ne suis pas plus inquiet que ça. Si on a Lille des matchs précédents, on ne sait jamais, quoi. Mais j'ai vu jouer Lens aussi. Alors, certes, Lens fait une très belle partition à Paris. Mais la question que je pose, c'est quel Paris Saint-Germain ? Parce qu'on sait qu'entre 2 tours de Coupe d'Europe, les Parisiens sont nettement moins fringants. Et j'ai envie de dire qu'on peut voir le verre à moitié vide comme le verre à moitié plein pour Lens. Parce qu'en effet, ils ont bien rivalisé avec Paris, mais ils ont quand même perdu contre un Paris Saint-Germain qui a l'habitude d'être battu comme ça dans les matchs qui suivent les grandes confrontations européennes. Par contre, il y a un joueur, moi, on en a peut-être après, qui m'impressionne beaucoup et qui est le seul que je vois vraiment pouvoir faire la différence, c'est Fofana à Lens, qui est vraiment un joueur extrêmement impressionnant. Je pense que c'est un des seuls qui pourrait revendiquer une place de titulaire chez nous. Moi, c'est pas tant Lens qui me fait peur que de savoir ce que sera la prestation. C'est plus les Lillois qui m'interrogent, dans l'idée que de temps en temps, ils repartent dans leur travers. Mais là, comme on dit, ils sont concentrés. Je pense qu'ils sont lancés sur le rush final, donc ça devrait passer, quoi. Christophe D, est-ce que tes cousins lensois t'ont donné des indications pour suivre ce match ? Alors, ils sont assez d'accord avec moi, c'est que la bataille se fera dans le milieu. Et moi, je pense franchement, Maignan, le cas, il n'y a pas photo. La défense de Lille, elle est au-dessus de la défense de Lens. L'attaque de Lille est au-dessus de l'attaque de Lens. C'est le milieu qui pose problème. Parce que le milieu, on est privé d'André et ils ont un bon milieu de terrain. Il faut dire que Kakuta, c'est une peste. Le Fofana, il est très très fort. Il y en a un autre que j'ai pas retenu le nom, j'ai vu contre le PSG qui était pas mal non plus. Donc ils ont vraiment un bon milieu de terrain et il faut qu'au milieu de terrain soit au niveau, quoi. Et on a un moyen. Hein. Soumaré, il est largement au niveau international, ce mec-là. TK, il faut qu'il se mette au niveau. Il faut que Bamba, et je sais pas qui jouera, si c'est Arojo, il connaît qui jouera, mais Arojo, j'ai pas trop de crainte, il va défendre, il va y aller, il connaît, il sait le faire aussi. Et ça, ils sont. Enfin, je pense que la clé du match est au milieu, comme souvent dans les matchs importants. Et j'espère bien qu'on va les prendre et qu'on va réussir à projeter assez vite nos attaquants. Et dans ce cas-là, je pense que le match sera assez vite plié. Mais voilà, c'est la clé, elle est là. Alors Olivier, tu penses aussi que la clé du match est au milieu. Alors, on citait les milieux lillois, on n'a pas cité Sanchez. Je ne sais pas si tu as des nouvelles sur son état physique, s'il est annoncé pour le match. Pour l'instant, pour moi, il est encore fortement incertain. Parce que j'ai cherché un petit peu à savoir aujourd'hui. Et sur les quelques photos qu'a mis le club de l'entraînement du jour, il n'y est pas. Donc, d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est un élément, mais moi, je pars aussi sur un milieu sous Marécheka. Effectivement, André va beaucoup manquer. C'est exactement le genre de match où lui, il se le sublime et voilà, il ratisse, il harcèle, c'est tout à fait pour lui, il va manquer beaucoup. Après, je ne sais plus qui aime bien Fofana. Je trouve que Kakuta, c'est un bon joueur quand même. Il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Il est bon sur coup de pied arrêté. Il est capable de casser les lignes sur une passe. Donc, il faudra bien s'en méfier. Après, Lille a largement les armes pour faire un résultat voilà. Moi, je suis partagé. Je pense que Lens va prendre Lille à la gorge. Je le vois comme ça parce qu'il y a
il va y avoir besoin de mettre des pains, comme on dit, hein. Mettre des tampons au début de match pour faire monter la pression. Et alors effectivement, sur cette configuration-là, Cheka peut craquer. Donc voilà, il va falloir faire preuve de sang-froid, de maîtrise côté lillois. Et on a largement l'expérience normalement. Quand vous allez, ça fait deux saisons de suite que Lille retourne en Coupe d'Europe avec des gros matchs. Hein. Il y a Milan, mais il y a eu d'autres gros matchs. Hein. Glasgow, c'était un gros match aussi. Il y a eu des beaux combats. À Amsterdam, Lille perd, mais Lille a fait un très bon match. Hein. Donc il n'y a pas normalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc voilà, j'attends de voir par rapport à ça. Donc si Lens attaque tambour battant et ouvre le score, Lille a les armes pour réagir. Et ensuite, ça s'annonce équilibré, palpitant. Ça va se jouer sur des détails. Hein. De toute façon, c'est comme souvent ces matchs-là. Hein, j'invente rien. Ça peut être une faute d'inattention, un ballon dévié, un coup de pied arrêté. Il va y avoir plein de choses à raconter, je pense. Arnaud, tu t'attends aussi à un lance offensif en début de match ou plutôt défensif? Parce que c'est la tactique qui a le plus embêté les Lillois depuis quelques semaines. Et qu'en pensent les internautes, hein? Alors sur le match de vendredi, c'était toujours dans l'interview de Jacques Vendroux, je sais plus si c'était Landreau qui parlait ou une autre personne, mais qui disait « Je pense que Lens ne jouera pas comme le match aller, justement tout feu tout flamme, parce qu'ils en ont pris 4 derrière, ils ont rien compris, et je pense que pour lui, ils vont jouer plus derrière, à attendre les Lillois justement, et après de contrer, parce qu'ils savent qu'ils ont des flèches aussi, hein, donc à Lens ils peuvent aussi vite contrer. Mais après, on verra déjà, je pense, l'équipe qui va être sortie réellement. Parce qu'on parle toujours de Sanchez absent à Lille, mais est-ce que le cas sera là pour le match contre le derby? Parce qu'il a été blessé, donc est-ce qu'il sera là pour vendredi? On ne sait pas. Après, le gardien, je ne sais pas si vous avez regardé Paris-Lens samedi après-midi, le gardien lensois fait une belle prestation. Hein, il n'est pas mauvais non plus, le gardien. Je ne sais pas si on gagnerait au change avec l'absence de Lecas. Ouais. Oui, aussi. Après, il faut voir un peu. Mais après, après il y a Lorsque Boy Braze qui dit c'est un breton, donc il dit ce n'est pas Lens qui fait peur, c'est plutôt le cas positif des Covid qui vont nous amener jusqu'à la fin du championnat. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais parce que à Lens il y a pas mal de Covid en ce moment. Est-ce qu'ils vont encore récupérer? On ne sait pas. On attend encore de voir les cas, si on a réellement. Jean-Louis Lecas, c'était une blessure, c'était pas le Covid. Ouais, non, mais ils ont tellement eu de cas de Covid ces derniers temps. Est-ce qu'ils en auront encore cette semaine? On ne sait pas aussi. Hein, donc c'est vrai que vous avez quand même Kakuta qui est déjà revenu à Paris. Badé, il était suspendu, mais c'est bon. Il y a moins. C'était déjà il y a 2 semaines où il y avait eu un nouveau cluster. Hein, donc ouais. Après, il faut voir. Si ça a un impact sur leur forme physique, par exemple. Oui, c'est ça justement, oui. Souvent, on dit que les joueurs, les professionnels sont fatigués juste après le Covid. Et on a remarqué déjà aussi, donc on verra bien par la suite. Enfin voilà, pour moi. Donc, pas d'autres remarques? Non, après, faut pas que Medina fasse le championnat. Il doit laisser filer David en première. Ouais, mais bon, c'est pareil. Après, il y en a aussi pas de l'arbitre, mais je pense que l'arbitre, c'est Turpin, je crois, c'est ça, hein? C'est Turpin, ouais. Voilà, donc, s'il laisse ses cartons rouges à Monaco, c'est bien. S'il en met 5-6 pour le derby, ça va faire mal pour la suite. Après, il faut voir. Après, à Monaco, il aurait pu en mettre plus, un carton rouge. Moi, je pense à la faute de ces Kadewere là qui écrase la cheville. Oui, la cheville. Ouais, c'est ça, Kadewere. Vous avez quand même un gardien qui met un coup de poing devant un attaquant. Ouais. La sortie de Lopez est vraiment scandaleuse. Ouais. Et pour anecdote aussi, une image qui est passée inaperçue, mais qui valait un rouge, un joueur lyonnais sur le 2e but qui fait un doigt d'odeur à la tribune. Rien que ça, c'est passible d'un rouge. Je veux dire, le geste est stupide, c'est pas dangereux. Ouais, c'est Marcelo. Donc le match aurait pu être arrêté, quoi, si vraiment. Et ça donne l'honneur à qui? Il n'y a personne en tribune. Oui, non, mais si. Surtout à Monaco. Il s'adressait à tous ceux qui sont castagnés à la fin, là. Non, mais c'est un geste qui est, on peut trouver ça stupide, mais il est passible d'un rouge. Et je pense que le mec, dans un contexte pareil, aurait pu s'abstenir, sachant qu'en théorie, il devient expulsable, quoi. Mais
Après Lyon qui repart de Monaco avec un carton de rouge, c'est un peu la preuve que Lyon est bien une région viticole. Non, mais c'est vrai. Voilà. Je vous propose de terminer l'émission avec la dernière séquence, les pronostics. Alors, on va faire un tour de table. On va commencer par Christophe D. Quel est ton pronostic pour ce derby? Alors, moi, je veux une soirée tranquille, donc je dis 2-0 pour Lyon. On a marre de stresser, quoi. C'est bon, ça va. Donc, 2-0 pour Lille. À la niçoise, donc, si je comprends bien. Ouais, pas forcément la niçoise, peut-être qu'on marquera plus tard, mais qu'on les contienne, qu'on soit pas trop énervé, qu'on les laisse énerver tout seuls. Puis après, quand ils seront à 8, on arrivera bien à marquer 2 buts. Quoi. Mais Cyril Roll ne joue pas, donc. Oh non, mais donc Cahuzac. Ah ouais, c'est vrai. Même le plan, s'il joue, il est capable d'aller foutre un coup de boule. Cahuzac, il n'a pas encore pris de carton, ça n'a pas pris de carton rouge cette année. Je pense pas, non. Il en prend pas tant que ça. Si, hein. Non, pas cette année. Baptiste, est-ce que tu as un pronostic? Moi, quoi? Alors, je vais te dire quoi? Victoire du LOSC 3-1, quoi. D'accord. Christophe C, ton pronostic? 1-0, but de Bamba. Georges, ton pronostic? 1-0 aussi, but de Burak d'entrée de match et on ferme la maison. Alors, Olivier, ton pronostic d'observateur neutre? Ouais, moi je vois un match nul, 2 partout. Bon, ça nous arrange pas. Arnaud, mais... essaye de remonter notre morale. Ton pronostic? 1-0, but à la 96e, ça va rappeler des bons souvenirs. Est-ce qu'il y a des pronostics sur les réseaux sociaux? Alors, Los Cowboys qui dit 4-0. J'ai que ça. Avec un but de Maignan en 9. Ouais. Aussi, oui. Non, peut-être pas non plus, mais bon. Voilà, oui, si on fait que ça comme résultat. Ils lui font tirer un penalty si jamais c'est plié ou bien. Mais bon, au pire, il dégage dans la main et c'est bon. Hein. Il a failli faire une passe décisive. Ouais, voilà. Quand ils seront à 8 en face, on va faire Maignan en 9. Hein. Ouais. Exéca dans les buts. Voilà. Je vous propose de terminer cette émission. Alors, je ne sais pas si Arnaud, c'est possible, on le fait en direct. Est-ce que tu peux nous remettre l'extrait musical à la fin quand on aura dit au revoir à tous? Est-ce que c'est possible techniquement? Ça, c'est possible. Donc, ça me donne l'occasion de remercier Olivier, donc notre invité. Merci Olivier d'avoir participé à ce bistrot d'Allez-les-Losc. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Merci de votre invitation. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est toujours un moment sympa de partager ça avec vous. Et puis voilà, on revient sur le match, on se projette, on parle. C'est ça le foot, hein, c'est la passion, c'est le partage. Donc, et je vous souhaite sincèrement une bonne continuation et longue vie à votre émission. Mais écoute, le football, c'est le bistrot, c'est un peu notre mode opératoire. Et c'est vrai que au bistrot, en tout cas, on essaiera de le faire aussi longtemps qu'on peut. Je voulais remercier donc également nos piliers de bistrot, justement, donc Christophe D, Christophe C, Baptiste, Georges et Arnaud. Merci. Je voulais remercier tous les internautes qui ont participé en direct aux commentaires ou qui avaient déjà réagi sur le forum d'Allez-le-Losc. Je vous rappelle que le replay sera mis en ligne dans quelques instants sur le Facebook et sur le chat, sur le Twitch, la chaîne Twitch, pardon, et qu'il sera mis d'ici 24 heures sur la chaîne YouTube, sur lequel vous trouverez également le résumé, certainement dans le courant du week-end. Je vous invite à partager, à liker ces différentes présentations. Je vous souhaite un excellent derby. Je vous dis allez le LOSC et à la semaine prochaine. À bientôt. Bonsoir. Ouais. Allez le LOSC. Oh non, c'était le bouffon. Au stade, ils ont pris le bouillon. Le match, une démonstration. Le score, il y en a 4 au fond. On était remonté
après 5 ans de vide, grâce à ce satané Covid. Enterré à jamais, ces vieux matchs de la mort, les lundis soirs sur Eurosport. Revenu à l'élite, oubliant pour une fois l'affreuse Domino's Pizza. Nous étions si contents d'être dans la cour des grands, mais qu'est-ce qu'on a l'air con maintenant. Oh non, c'était les bouffons. Au stade, ils ont pris le bouillon. Le match, une démonstration. Le score, y en a 4 au fond.